Kamek, berbères ou pygmées, ces peuples oubliés de la francophonie parlent pourtant notre langue et partagent une partie de notre histoire. Cet été, ils ont la parole sur France Inter. Aujourd'hui, direction le Cameroun et la Kabylie. Stop, que ça finit comme ça. Il faut qu'on doit libérer les chaînes, il faut que nous aussi on combattre pour qu'on quitte aussi dans l'esclavage là, pour que nous soyons aussi libres. Troisième épisode, le réveil des indigènes. Les Amazirs, ça veut dire homme libre. Et Yamato Blounes, le grand chanteur amazigh qui a été assassiné en Kabylie, il disait en kabyle Loula de Darkoveilir, Isme Wemenri. C'est-à-dire, je suis né kabyle et je m'appelle Combat. Voyage en terre indigène. Soyez la bienvenue. Marhaba bik. Ça va? Bonjour. Les peuples francophones, J'ai fait des études. une histoire oubliée. Qu'est-ce qui se passe? Une série d'Anne Pastor. Il y a 10 ans, l'ONU adoptait une charte censée protéger le droit des autochtones. Aujourd'hui, quelle est la réalité sur le terrain? Grâce à une résistance quotidienne et au soutien des ONG, ces peuples obtiennent déjà leurs premiers résultats, même si le chemin est encore long vers la reconnaissance totale de leurs droits. En Algérie, les Kabyles, au prix d'une lutte acharnée, ont obtenu en 2016 que leur langue soit reconnue comme langue officielle et que Yenaer, le nouvel an amazigh, soit un jour férié. Des victoires symboliques qui cachent une réalité plus sombre. Au Cameroun, les pygmées tentent de résister contre des géants de l'industrie agroalimentaire. Leur forêt est décimée et les plantations de palmiers à huile s'étendent déjà à perte de vue. Aujourd'hui, après des années de silence, leur voix s'élève et la résistance s'organise. Deux peuples, deux combats et un même voyage au cœur du réveil indigène. Vous êtes en terre indigène. Sur France Inter. Vous êtes en terre indigène. Sur France Inter. Bien sûr, je suis trop fière d'être amazigh et de mon combat. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je serai secrétaire général des Nations Unies. Bon, dites-moi, vous avez répété longtemps pour qu'il sorte? Non. C'est-à-dire, il dit que si on veut vraiment changer des choses, c'est ce qu'il m'a dit, il faut être le plus haut possible. En Algérie, chez les Kabyles. Non, c'est une chanson pour l'équipe nationale de la Kabylie. Il y avait à un certain moment, à l'époque des années 70, on ne pouvait pas dire que nous sommes amazighs, nous sommes kabyles, etc. Le seul lieu qui permettait aux gens de le dire, c'était le stade. Quand il y avait les matchs de la GSK. C'est pour ça que la GSK, c'est pour nous, c'est surtout plus un symbole de lutte, etc. Je crois chacun de nous, les petits, les vieux, les enfants qui aujourd'hui apprennent le kabyle avec plaisir à l'école, Tamazigh, etc., ils font le combat. Tout le monde l'a apporté à sa manière. Tu peux sortir dans la rue, tu demandes à n'importe quel enfant dans un village, il te dira que je suis kabyle et il va te chanter Oul Hloum parce que tout le monde la chante aussi. C'est ça, justement, qui fait notre force. Les Kabyles, ces premiers habitants d'Afrique du Nord, se battent encore pour défendre leur identité en Algérie. Ils sont 4 millions. Au sortir de l'indépendance, le pays choisit l'arabe comme langue nationale et officielle. Des professeurs venus d'Égypte ou d'Arabie Saoudite ont remplacé alors les instituteurs français, laissant peu de place à la culture amazigh. Depuis les années 80, la revendication berbère s'organise, mais dans un climat tendu où les militants sont sous haute surveillance. À Tizi Ouzou, au centre de la Kabylie, Kamira Naïd Saïd est la présidente du Congrès mondial amazigh, une ONG qui dénonce les violations des droits de l'homme. Elle se souvient encore de la sanglante répression d'avril 2001 qui avait fait 128 morts. En 2001, quand les gendarmes et la police tiraient sur les jeunes, ils disaient « vous pouvez tirer, nous sommes déjà morts ». On ne peut pas sortir à partir d'une certaine heure. Vous avez vu de vous-même, à partir de 17 heures, on est obligé de rentrer chez nous. Tout est fermé, il n'y a pas d'espace de vie, on ne vit pas. Comme vous l'avez vu ici, nous sommes tout le temps suivis, arrêtés, tout le temps.
On ne peut pas parler de démocratie, ni d'état de droit, ni de vraie reconnaissance. C'est une reconnaissance de façade. On est dans un état policier, on a l'impression que derrière chaque citoyen, il y a 2 policiers qui le suivent. Il faut savoir qu'à Tizi Ouzou, c'est une ville de plus de 300 000 habitants. Il y a une seule maison de culture. Il y a un seul théâtre. Dans chaque quartier, il y a un commissariat. Je suis née en Kabylie. Je suis kabyle. Et je n'ai pas d'autre patrie, c'est celle-là ma patrie. C'est ma langue. Personne ne pourra m'enlever ça, même si on va me mettre en prison, même si on va m'harceler, même si... C'est pour vous dire que j'ai toujours été aux côtés des miens, à chaque fois que le devoir nous appelle. Malheureusement, c'est quotidien, parce que les violations des droits de l'homme, les violations de nos droits d'exister en tant que peuple, en tant qu'Amazigh, ils sont bafoués tout le temps. Alors, l'entreprise familiale a été fermée, vous êtes au chômage, vos sœurs sont au chômage, on leur refuse des crédits. Finalement, c'est toute la famille qui subit les conséquences de cet engagement pour la Kabylie. C'est ma mère qui nous a contaminés, si je peux utiliser ce terme. Il faut savoir que ma mère, c'est la seule femme qui ose entrer au stade et supporter l'équipe nationale kabyle. Personne ne peut l'empêcher, il est tout le temps. À quel âge? À 80 ans? Ah bah oui, et ça je crois que c'est génétique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Après, la fermeture de l'entreprise familiale, je sais très bien que c'est par rapport à moi. Et puis, on pourra ajouter aussi les coupures d'Internet, les coupures de téléphone. D'ailleurs, on ne peut pas aller chez vous parce qu'il y a des policiers qui sont en bas. Je crois qu'à force qu'ils continuent à faire comme ça, nous, on n'est plus déterminés. Est-ce que parfois vous avez peur quand une voiture ralentit? J'ai vécu ça pendant la décennie noire, quand j'ai été menacée, oui. Aujourd'hui, je ne pense pas à la mort, je ne pense pas à l'arrestation. Je pense à un demain meilleur. Si je pense à toutes les choses noires, je crois que je vais sombrer. Alors, je préfère toujours être optimiste. Je suis une montagne d'espoir. Parce qu'on est issu d'un village au sommet de Djurdjura. Moi, quand je me réveille la matinée, je regarde cette montagne. Elle est très belle. Il te donne justement cet air de liberté, de légèreté. Tu as envie de devenir un oiseau et d'y aller jusqu'au bout de cette montagne. C'est merveilleux. Tous les êtres humains, ils veulent tous tout simplement vivre en paix, en liberté. On peut dire que jusqu'en 90, l'État a répondu, je dirais, par la répression. Salem Chaker, sociolinguiste en langue tamazight. Les tamazighs n'existent ni à l'école, ni nulle part, hein, pas même à l'université comme objet de recherche. Donc après 90, l'État algérien adopte une attitude, je dirais, plus souple vis-à-vis de la langue berbère et de la revendication amazigh. En 91, on accepte l'introduction à l'université à Tizi Ouzou et à Bougie, Béjaïa. Après la grève scolaire d'une année, on introduit un enseignement facultatif au lycée et au collège. Vous voyez, c'est un lent phénomène d'assouplissement qui va aboutir en 2016 à l'officialisation comme seconde langue nationale et officielle. Je crois qu'on peut expliquer cet assouplissement par la permanence d'une contestation sociale. La mobilisation est toujours potentiellement là, elle est toujours possible, et aussi par un changement du contexte politique qui fait que l'État algérien ne pouvait plus camper sur des positions de refus absolu parce qu'il avait d'autres ennemis, dont les islamistes armés. On ne peut pas avoir plusieurs fronts. Le problème, c'est que ça n'a aucune réalité concrète. Voilà donc une langue devenue nationale et officielle qui fait l'objet d'un enseignement facultatif limité à quelques régions berbérophones et qui touche très précisément, j'ai fait le calcul récemment, moins de 3% de la population scolaire. C'est pas ça qui va sauver une langue, c'est pas vrai. Quand tout le reste de l'enseignement se fait en arabe, je dirais sa disparition est programmée. Les conditions de la transmission de cette langue, de la tradition culturelle qu'elle porte, n'existent quasiment plus. On est exactement dans une situation comparable à l'enseignement des langues régionales en France. Voilà. Quelque chose de très très marginal et qui ne
ne garantit en aucune façon la survie de la langue et du peuple qui la porte. Tizi Ouzou, surnommée la rebelle, reste encore un haut lieu de résistance. Aujourd'hui, l'université et le département de langue et culture amazigh accueillent 2400 élèves de la licence au doctorat. Mais les moyens manquent, les locaux sont vétustes, les portes grincent, la peinture s'écaille et la surveillance est permanente. Vous n'avez pas eu de problème aujourd'hui? Écoutez, je suis rentrée discrètement. Votre micro, s'il le voit, il doit me suivre, là. Alors je vais ranger mon micro. Dans cet amphithéâtre, une cinquantaine d'étudiants suit un cours de tamazirt. Ils sont jeunes et fiers d'être kabyles. Pour moi, la langue, c'est l'identité. Parce qu'on ne peut pas parler d'identité sans une langue. Comment transmettre à travers la langue, à travers l'histoire qu'on peut parler d'identité. Le fait d'avoir ces connaissances, je me sens que je suis en train de construire ma personnalité. Voilà. Vous êtes toujours au premier rang? Et quand j'assiste au cours, toujours au premier rang. Et voilà, ça y est, le professeur a démarré son cours, beaucoup de femmes d'ailleurs, comme si les femmes étaient peut-être plus intéressées par la langue. Et il écrit le thème du jour. Oui, Fimaray Utantala, c'est l'étude de dialecte. Vous avez devant vous une lecture d'un texte en version dialectale chaude. Et maintenant, les remarques sur sa prononciation et sa manière de dire. Le che se dit te. C'est l'amour de cette langue qui m'a poussée à connaître mieux mon histoire, comment écrire ma langue pour rendre cette langue parmi les langues vivantes. Oui, parce qu'effectivement, cette langue, si on ne la réveille pas, elle va disparaître, puisque vous, dans la jeunesse, on vous oblige à apprendre l'arabe. Il nous impose la langue arabe. C'est une sorte de marginalisation. Notre langue maternelle, c'est le kabyle, c'est le nazir. Et si moi, j'étudie pas ma langue, les Arabes, évidemment, ils ne vont pas venir pour améliorer la langue. C'est difficile, ici, à Tizi, d'être un ou une jeune étudiante kabyle. Oui, c'est difficile. Parce que, en fait, même dans notre terre, même dans notre établissement, il y a eu même de répression contre les étudiants kabyles qui défendent leur langue, leur identité. Et ces militants subissent beaucoup de violences, de répression de la part de la police. C'est très difficile. Difficile d'affirmer son identité, bien que la langue amazigh soit officielle. Pour moi, l'officialisation de la langue amazigh de la part de l'État, c'est de la poudre aux yeux. Parce que comment officialiser une langue? Et puis en 2017, ils ont voté contre la promotion de cette langue. C'est de la poudre aux yeux. C'est une manière de calmer les gens. Et alors qu'à la sortie, deux personnes de la sécurité nous attendent, nous éteignons le magnétophone que nous rangeons dans la poche. Voyage en terre indigène sur France Inter. Une série d'Anne Pastor. Je vous conseille d'être vraiment avec vos enregistrements. En Algérie, chez les Kabyles. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à moi, car je ne peux pas sortir de l'université, qu'à l'extérieur, il y a des policiers en civil. Oui, mais nous, on s'est habitués à ce genre de choses. La présence des policiers, moi, c'est le contraire qui m'aurait étonné si vous me dites qu'ils ne sont pas là. Khaled Boumedienne, ancien enseignant de tamazirt. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis libre, quels soient les risques. J'ai un principe, je suis né pour laisser à mes enfants. Ils viennent nous enfermer à nouveau.
Donc, comme je vous ai dit, mon objectif est que mes enfants ne vivront pas ce que nous sommes en train de vivre. Vous vous souvenez du premier jour où il y a eu ce déclic pour le combat de l'identité? Vous savez, dès mon jeune âge, quand je regarde la télévision, je ressentais une agression. Quand on dit l'Algérie arabe et musulmane, et je sais que je n'ai rien d'arabe et je ne suis pas obligé d'être musulman. Ma mère, quand elle voit les informations, elle ne comprend pas l'arabe. À la justice aussi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma mère ne peut pas parler devant le juge en kabyle avec sa langue maternelle, ou le chaoui, ou le targhi. Donc, dès mon jeune âge, je sentais cette exclusion dans mon pays. C'est-à-dire que le racisme, c'est un racisme étatique. Dans la constitution algérienne, on met mon identité dans un alinéa bis et je ne me sens pas un citoyen algérien à 100%. Il y a quand même eu des progrès, non, depuis toutes ces années? Certainement, les progrès sont palpables et on les constate sur le terrain, mais ceci dit, le pouvoir algérien a annoncé à maintes reprises un semblant de bonne volonté, mais il a déçu la population. C'est pour cette raison que la population reste sur le qui-vive et ne donne pas un crédit ou un chèque à blanc à ce pouvoir. Moi, je pense que la page noire de l'Algérie est passée. Le pouvoir a compris qu'il faut qu'il y ait l'unité nationale dans toutes ses variantes et composantes. Et la Kabylie a été toujours le fer de lance pour défendre l'Algérie. On est condamnés à vivre ensemble. Donc moi, je suis algérien avant tout et je suis un Amazien. Alors demain, il y a pour la première fois Yenaer, qui est le nouvel an berbère, jour férié national. On est content, c'est l'une de nos revendications, donc on salue, on applaudit. Dans le même temps, il y aura une marche du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. C'est vrai qu'à quelques heures de ce rassemblement, on sent beaucoup de tensions ici à Tizi Ouzou et certains militants risquent d'être arrêtés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Ceci s'explique par des réflexes d'un État caduc. Mais l'Algérie aussi n'est pas la Corée du Nord. Réellement, c'est ça le problème en Algérie. Quand je me compare, ça me console, mais quand je me regarde, ça me désole. Voilà la problématique de la chose. L'université de Tizi Ouzou est toujours un lieu de contestation et d'expression libre, et son histoire est tout un symbole. C'est l'interdiction d'une conférence sur la poésie ancienne de Mouloud Mamri en 1980 qui déclencha une grève des étudiants, puis une grève générale et le ralliement de toute la Kabylie. Depuis, la revendication culturelle et identitaire a laissé place à la contestation politique. Il suffit de se rendre au comité étudiant du département Amazir pour rencontrer ceux qui sont à l'avant-garde du combat, comme Riles, jeune étudiant militant en pleine préparation de la marche. Comme vous voyez, je viens de récupérer quelques drapeaux. Ils ont à l'intérieur des vêtements, sinon ils vont le confisquer. Dans ce sac de vêtements, il y a 1, 2, 3, 4, 5 drapeaux kabyles. Alors vous venez de les récupérer discrètement, parce qu'effectivement, être dans la lutte à Tizi, c'est difficile. On nous confisque nos téléphones, nos papiers, illégalement. Voilà ce que ça vaut un militant kabyle, militant de la cause kabyle. Une discrimination officielle, justement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas quitter l'université actuellement. Pourquoi? Parce que demain, il y aura une marche. Il y aura une marche. Ils savent bien qu'on est des organisateurs de cette marche. La preuve est là. De quel droit on nous arrête chaque jour? Qu'est-ce qu'on a fait? On a violé un droit commun. Quand vous étiez arrêté hier, il y a 2 jours ou ça, on a décidé de faire un rassemblement devant la centrale pour exiger votre libération. Vous êtes un Kabylie, pourquoi vous êtes arrêté? Finalement, nous aussi on été arrêtés. Vous êtes sortis à minuit 30 quelque chose. Nous jusqu'à 8h du matin. Alors on m'a accusé d'intelligence avec l'étranger.
Vous avez ramené une espionne, elle travaille pour qui, elle est venue pour faire quoi. Voilà. Une triste réalité, justement. À quel moment, dans votre jeunesse, puisque vous êtes jeune, hein, vous êtes un jeune étudiant ici à l'université de Tizi, 25 ans, vous avez pris conscience qu'il fallait s'engager et lutter? Excuse madame, mais on est avec. C'est ça la Kabylie. On est avec. On est avec. Vous l'imaginez comment, l'avenir? De quel avenir parlez-vous, madame? De quel avenir? Je n'ai jamais envisagé quoi que ce soit en Algérie en tant que personne. L'avenir de la Kabylie est entre les mains des Kabyles. Et on essaye de quitter cette université discrètement. On remarque que dans le couloir, il y a des grilles, cadenas. Quelque part, vous êtes en prison ici dans cette université. Malheureusement. Malheureusement. Comment est-ce que vous arrivez à vivre dans ces conditions-là? On a l'habitude. Avec le temps, on a l'habitude. Et demain, comment est-ce que vous allez pouvoir quitter l'université? Demain, il y aura une grande foule, il y aura une marche, donc ils ne vont pas s'aventurer à arrêter un militant, deux militants, de s'approcher de nous en tant qu'organisateurs. Il y aura une grande foule, il y aura une marche, il y a les Kabyles qui vont descendre, il y a des villages. Alors, bon, demain, il n'y aura aucun problème. En dehors de l'autonomie et d'une très large autonomie, je considère que ni les Kabyles ni aucun groupe berbère ne pourra subsister. Voilà. Salem Chaker, sociolinguiste en langue tamazight. Ce que je peux dire, c'est que les conditions actuelles de la transmission, du développement de la langue et de la culture berbère ne sont pas réunies, c'est absolument évident. Seule une autonomie politico-juridique très très forte permettra au fond de résister à ce rouleau compresseur, je dirais, de l'arabisation, de l'islamisation, etc. Sans parler maintenant des effets de dilution de la globalisation, la mondialisation, qui sont là aussi. Le village mondial, c'est aussi un village qui tend à l'unification. Pour moi, les modèles, pour prendre des exemples dans l'actualité chaude, ils sont beaucoup plus du côté de la Catalogne que du côté d'un État centralisé comme l'est l'Algérie actuellement. Merci à Djoubaka pour la programmation musicale, au rappeur Erkan pour les voix, à Jean-Pierre Nguédé, Patrice Begombo-Legué et Belkacem Lounès. Ce programme a reçu le soutien au Cameroun de l'agence Nomade et d'Air France et en Algérie de la compagnie ASL et du Congrès mondial Amazir. Voyage en terre indigène sur France Inter. Montage Lauriane Toulmont, assistée de Baptiste Artru et Léa Dupérin. Mixage Basile Beaucaire. Un documentaire réalisé par David Rocher. Une série